Je pense que ce canal de télévision où certains mécènes pourront éventuellement, on va dire, sponsoriser ce débat. Je suis prêt. Payer les 20 millions de droits d'image et vous allez pouvoir confronter vos différentes idées avec Je suis prêt. Parfait. Voici quelqu'un qui dit qu'il adore les ancêtres et autres. Il retourne à la tradition. Mais il est toujours dans les habits des Occidentaux. Voici un petit délinquant spirituel qui nous dit que lui, il a été réincarné. Que je crois en 1000 et quelques, lui, vivait avec or. Il a cité le nom de certaines personnes. Donc, dans ta réincarnation, avant là, tu étais un blanc. Et puis, un coup, tu es devenu africain. Chocolat des filles. Donc, quand tu étais blanc là, est-ce que ce n'est pas tes ancêtres qui sont venus nous maltraiter? Maintenant, du coup, dans ta réincarnation, tu es devenu un coup africain. Il y a le giflé en plein débat. Il va retrouver ses esprits. On continue sur les prophéties. Allons-y. Le révérend Okou Djedje avait dit que le président Laurent Gbagbo ne reviendrait jamais de la haie. Le contraire s'est produit. Prononcez-vous sur cette haute prophétie qui, en son temps, avait fait... Si nous étions au temps antique, on devait l'attacher et le brûler sur un bûcher devant l'église. Ok. Quelqu'un qui ment au nom de Dieu, il est dangereux. C'est-à-dire que tu as pris la bouche de Dieu et tu as menti. Un tel gars, vraiment, on doit l'attacher. Prendre les petits bois secs et chicoter ses mollets pendant une semaine. C'est grave et gravissime. C'est même dangereux. Ce sont toutes ces gens qui fatiguent l'église, qui emmerdent les gens et qui font qu'on ne respecte pas les pasteurs. Vous voyez les musulmans dans ces bêtises-là? Vous voyez les catholiques dans ces conneries-là? C'est toujours nous les évangéliques. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est nous les chrétiens évangéliques. C'est nous le problème. Hein? Le malheur de la Côte d'Ivoire, là, c'est nous. C'est nous, on est toujours dans le désordre. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire parce que les pasteurs ont dit à Laurent Gbagbo que Dieu dit c'est toi qui l'as choisi, tu ne dois jamais quitter le pouvoir. Conclusion, 3000 morts. Vous voyez? C'est une accusation grave que vous êtes en train de porter sur ce plateau. C'est moi qui ai procédé à la réouverture des églises. C'est moi qui partais procéder à la libération des pasteurs qui avaient été arrêtés. Il faut pointer du doigt pour que cette religion-là, dans laquelle je me retrouve et dont je suis un leader, arrête son comportement démoniaque et satanique. Il faut qu'on apprenne à fermer nos gueules, qu'on s'intéresse au retour de Jésus. Les histoires de débats politiques, on n'est qu'à quitter dedans. Ça nous emmène à la fin. Révélation, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. À la fin, ils ont tous honte. Tous ceux qui ont dit à Gbagbo que Dieu me révèle que tu vas revenir et toi, tu seras président, en moins de 2-3 ans, ils sont aujourd'hui. Tout le monde a menti. Ils ont tous tapé poteau. Ça fait 15 ans qu'Alassane Ouattara est président de la République. Ils nous ont dit qu'il n'allait jamais être président de la République. 15 ans, il est là. On fait comment maintenant? Lorsque vous parlez de ces prophéties, il y a un nom qui vient dans la tête de tous les Ivoiriens. C'est Malachi. Il avait, en son temps, en tout cas, fait des prophéties qui ont suscité un réel intérêt. Lorsqu'on revient sur ces prophéties de Malachi aujourd'hui, quel commentaire vous en faites? Malachi était un petit voyou qui a fait un business avec certains pasteurs dont je vais taire le nom pour le moment, pour les protéger. Et qui ont dit, on va aller têter Gbagbo. C'était une marmaille, un féman. On va têter Gbagbo, on va prendre des livres de Daniel, on collait avec les livres un peu d'Ézéchiel, tu vois, non? Et puis ils ont créé la prophétie. Et comme Mme Gbagbo était la plus grande cliente des prophètes, ils sont allés la convaincre et autres, elle les introduit, ils n'ont plus le jeton. Je connais un grand leader qui a fait quoi, Mme Gbagbo, qui s'y met les panneaux. Dans toute la ville d'Abidjan, la guerre n'allait pas venir. Poteau. Mais tous sont là aujourd'hui, ils ont des grands leaders. C'est le grand leader en question? Non, laisse. C'est un leader. C'est un leader. C'est un pasteur évangélique très connu, bien connu même, de la place. Okay. Voilà, il fait partie actuellement même des plus crédibles. Ils ont fait poteau, ça n'a pas pris. Aujourd'hui, là, eux ne peuvent plus parler. C'est les mêmes aujourd'hui qui disent que non, cette année, il n'y aura rien. C'est les mêmes qui disent non, les pasteurs, arrêtez maintenant vos prophéties à la con. Parce qu'ils n'ont jamais été aussi heureux, aussi bénis dans leurs églises que sous le président Alassane Ouattara. Jamais. Tous les pasteurs savent de quoi je parle. Que ce soit les pasteurs Ouattara Mohamed Idriss, que ce soit les pasteurs Mohamed Sanogo, que ce soit les pasteurs, comme on appelle ça, Raoul Wafo, que ce soit les pasteurs Monet Jean et autres. C'est sous le président Alassane Ouattara que tout le ministère a connu une explosion, une prospérité des plus incroyables. Et tous les savent, ils savent de quoi je parle. Mais peut-être parce qu'ils ont gagné plus d'âmes. Ah, d'accord. Oui, parce que lorsqu'une église, elle grandit, ouais. Ils ont plus d'âmes. C'est pas parce qu'ils sont dans les bonnes grâces du pouvoir. Une église grandit quand il y a beaucoup d'offrandes. Oui, mais justement, parce qu'ils ont donc, plus d'âmes. Donc, c'est la preuve que sous le président Alassane Ouattara, beaucoup d'offrandes rentrent dans les églises. La déduction telle que vous la faites, on sait quand même quels sont les profils qui fréquentent ces églises. Ce sont les personnes qui sont nantis. Ils savent de quoi je parle. C'est pour ça que tu les vois plus zélés comme avant. Tous les pasteurs, que ce soit Assemblée de Dieu, jamais on n'a été aussi prospère. On mange bien les offrandes. Les dîmes tombent à flot. Tous les dimanches, les premiers dimanches du mois, le pasteur danse, il est content, il est heureux. Il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la sécurité. Tu te lèves, tu roules ta voiture à Abidjan jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Il n'y a rien. C'est pas le bonheur qui est là. Le champ politique, on y est là en plein. On voit qu'il y a un pasteur qui est candidat pour les présidentielles.
Vous savez de qui je veux parler. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Wilfried Zawi candidat pour les présidentielles en Côte d'Ivoire pour... C'est quelqu'un, même s'il va pas gagner, mais c'est quelqu'un d'intelligent. Voilà, dans son curriculum vitae, voilà, en Makera qu'il a été, voilà, candidat à l'élection présidentielle. Vous savez aujourd'hui qu'il est avec la fille de Sassou Nguesso. Donc, ça lui donne aussi un certain statut dans la stratégie de, je pourrais le dire, de conquête, dans la stratégie de l'image. C'est des choses qui portent, voilà. Il faut que les pasteurs s'intéressent aussi, je pourrais le dire, à la politique, comme aux États-Unis et autres, mais pas dans le domaine des révélations. Voilà, parce que la communauté qui connaît la croissance la plus rapide de toutes les religions, c'est les églises évangéliques. Vous avez lâché le mot et pour vous emprunter votre mot, la marmaille. Cette candidature, vous avez dit tout à l'heure par rapport à Wilfried Zawi, vu qu'il est avec la fille de Sassou Nguesso, pour beaucoup, ce serait une manière pour lui, à travers cette candidature, de marmailler, d'avoir un peu de sous avec le président congolais. Non. Est-ce que vous pensez cela? Non, je ne pense pas, parce que le président Sassou ne financerait jamais quelqu'un dont il sait qu'il ne va jamais gagner. Il n'a aucune chance. Mais il va se positionner. Il aura l'espace de 2 heures devant les Ivoiriens. Ça, c'est important. Moi, je voulais me présenter cette année. Mais j'ai décidé que non. Voilà, parce que... Parce que vous n'avez pas les moyens de... Pas parce que je n'ai pas les moyens, je ne peux jamais me présenter face au président Alassane Ouattara. Je suis suicidaire ou bien quoi, je suis fou ou bien quoi. Et elle pète mon argent, pourquoi? Depuis quand tu vas te présenter contre les champions de toutes catégories confondues? Par rapport à quoi? Tu es en train de parler, tu fais sortir un pont. Tu parles Insta, tu parles 2 Coupes d'Afrique. Là, je vois, c'est vrai que vous êtes là depuis en train de faire le bilan du président Alassane Ouattara. Non, je ne fais pas son bilan. On va y arriver. Je te donne mes raisons. Pour lesquelles vous... Voilà, si lui n'est pas candidat maintenant, en 2030, à moi, je suis candidat. Ok. Parce que ceux qui ont venu se présenter face à moi, c'est catégorie. Je ne les connais pas. Il n'y a pas vieux père. J'ai de respect parce que peut-être tu as été ministre. Voilà. Et je pense qu'il y a certains ministres dont moi, je suis convaincu que je suis plus intelligent que eux en matière de stratégie. Oui. Mais même si vous avez dit Wilfried Zawi n'aura pas assez de chances pour pouvoir gagner ces élections. Cette élection, non, il n'aura aucune chance. Mais en stratégie, là où il aura plus de voix, il peut aller se positionner maintenant comme candidat à la députation. Voilà, tout est stratégique. Ou bien candidat à la mairie. Voilà. Vous le voyez venir sur le champ politique? Non, je ne le voyais pas. Ça m'a beaucoup surpris. C'est quoi vos rapports? Non, c'est des rapports de respect. Lorsqu'il y avait le sujet, par exemple, de son épouse qui devait sortir, moi j'ai été prévenu 1 à 2 ans avant, il m'a dit, ah voilà ce que les gens essaient de me faire, du chantage et autres. Je lui ai dit, bon, pour l'instant, observe. On s'est donné beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui est l'un des plus grands prédicateurs au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup, que je respecte beaucoup. Je suis un père pour lui dans le domaine des réseaux sociaux et tout ça, voilà. Zawi s'est beaucoup inspiré du général Camille Makosso, mais c'est quelqu'un qui a une éloquence extraordinaire. C'est une grande bénédiction. Il est encore jeune, c'est une grande bénédiction pour l'avenir de l'église de Côte d'Ivoire. Voilà. Toujours dans la même dynamique des personnalités publiques. Malheureusement, c'est une actualité assez triste. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet, je l'ai dit tantôt. Hier, 17 juillet, une personnalité artistique de renom, Molaré, a été croué à la Maca. Il a passé son premier jour hier en prison. Oui. Après l'accident malheureux. Tout à fait. Vous qui êtes un proche de Molaré, cette épreuve qu'il est en train de vivre. Non, ce n'est pas une épreuve, c'est bien. Non, mais c'est la plus grande bénédiction d'aller en prison. Quelqu'un qui va en prison a un avantage technique que celui qui n'est pas allé en prison. Il connaît maintenant qui sont ses vrais amis. Il connaît l'importance de 100 francs. Il sait qui est l'homme. Donc, Mola, à la fleur de son âge, va faire ce qu'on appelle une expérience carcérale. La prison en Côte d'Ivoire, c'est comme des vacances. Vous avez le même âge, hein, il a 45 ans, comme vous. Ok, c'est bien. Mola. Oui, il a 45 ans. Non, c'est René Kaye. Non, Mola, je ne peux pas avoir le même âge que Mola. Non. Il est plus âgé que vous, selon vous? Tu as regardé son visage de Mola, Mola est plus vieux que moi? Non. Non, comment? Moi, j'ai 46 ans, Mori a 45 ans. Je vous le dis pour de vrai. Ah bon? Oui. Moi, j'ai 46 ans, Mori a 45 ans. Ah bon? Oui. Mori. Donc, il Okay. y a une mort d'homme. La procédure pour sa sécurité et autres, il faut qu'il y aille, qu'on ouvre les enquêtes et autres, qu'on vérifie. Est-ce que les versions concordent? Est-ce qu'il était en état, tout et tout? C'est regrettable pour cette dame parce que les vidéos de l'accident sont vraiment pénibles et autres. Mais moi, j'ai eu mal parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation dans cette affaire. Il y a eu beaucoup de mensonges, qu'elle est morte sur le coup et autres. On découvre plus tard que la femme a été opérée. Tout s'est bien passé. Le lendemain, certaines personnes disent que c'est après l'opération qu'on découvre qu'elle était diabétique. Bon, on ne sait plus finalement et autres. Il faut que l'enquête continue. Est-ce qu'on l'a inculqué comme on appelle ça, du glucose parce qu'on ne met pas sur l'eau diabétique et autres? Il faut qu'on vérifie l'enquête pour savoir si c'est l'opération, voilà, une erreur médicale qui a conduit à sa mort. Est-ce que c'est le choc, l'hémorragie qui a conduit à sa mort? Et puis à partir de là, on situe les responsabilités. Si c'était un accident, on met ça sur le compte d'un accident. Si la voiture, par exemple, avait eu un défaut mécanique, qui a vendu la voiture? Chacun va répondre.